On nous a répété que l'écriture naquit avec Sumer. Mais 7 symboles, découverts sur un parchemin maudit à Chinon, n'existent dans aucun dictionnaire. Sidal sous Paris porte des glyphes plus vieux que la terre des Sumériens. Et une encre ramenée de Rennes-le-Château date d'avant l'encre elle-même. Aujourd'hui, nous suivrons ces signes interdits de la crypte de Saint-Jean-en-Grève, aux 9 mondes nordiques, de la Sardaigne à l'Écosse, en passant par Abydos, pour prouver qu'un alphabet d'or relie les continents et que 7% de l'humanité porte dans ses gènes la séquence qui le lie. Hola, bienvenue sur Arcane Frontières, où nous déchiffrons les failles de l'histoire. Si tu aimes ouvrir les portes qu'on te ferme, abonne-toi. Je sens encore le parchemin sous mes ongles, comme s'il avait laissé sur ma peau l'empreinte de ces 72 signes qui n'existent nulle part ailleurs. C'était une nuit de juin. L'air était si lourd à Chinon que les étoiles semblaient fondre dans le ciel. J'étais dans la cave du château, cette cave que le conservateur m'avait ouverte à condition que je n'allume pas la lumière. On ne voit vraiment que ce qu'on ne regarde pas, avait-il murmuré en me tendant la lampe frontale rouge qu'on réserve aux spéléologues. Le parchemin était là, lové dans un tube de cuir aussi noir que la gueule d'un loup, et quand je l'ai déroulé, le parchemin a gémi. Un son de cymbales feutrées, comme si le temps lui-même se pliait. Les signes ne sont ni latins, ni grecs, ni runiques. Ils dansent entre deux respirations, une hampe verticale fendue par un crochet qui revient sur lui-même, puis un cercle truffé de 3 pointes qui font penser à des étoiles filantes figées. J'ai compté 72 fois, et à chaque fois, j'en trouvais 73, comme si l'un d'eux se dédoublait dès que je le fixais. J'ai pris mon carnet, j'ai voulu les copier. L'encre de mon stylo a refusé de s'ancrer, glissant sur la feuille, comme si les glyphes défendaient leur secret. Alors, j'ai mordu l'extrémité de mon pouce. J'ai laissé une goutte de sang tomber sur le parchemin. Le sang a été aspiré, littéralement, et les signes ont pâli, passé du brun acajou à un gris perle, pendant exactement 7 battements de cœur. Puis, ils ont regagné leur teint, plus sombre, plus vivant. Le conservateur m'avait prévenu. Si vous entendez une cloche, refermez le tube et partez sans regarder en arrière. Je n'ai pas entendu de cloche. J'ai entendu ma propre voix qui me lisait ces caractères à voix basse, une langue que ma bouche ne connaissait pas, mais que mes os semblaient avoir oubliée. Les syllabes étaient tous presque liquides, avec des HR qui vibraient dans la gorge et des in qui s'évaporaient dans le palais. J'ai senti mes tempes chauffer, comme si chaque phonème réchauffait une zone de mon cerveau, resté glacé depuis la naissance. Et puis j'ai vu, non pas une vision, plutôt une mémoire qui remontait. Une plaine d'herbes hautes, des hommes et des femmes en tunique de lin tressé qui plantèrent que des bâtons en terre pour y suspendre des parchemins identiques. Le vent battait les étoffes, les glyphes claquaient comme des drapeaux, et chaque fois qu'un parchemin se déchirait, un enfant naissait dans le village. Je ne rêvais pas. J'étais dans la mémoire du parchemin, une mémoire qui n'avait pas attendu l'encre pour s'inscrire. J'ai voulu dater la peau. Au laboratoire de Tours, le radiocarbone a rendu les bras. Pas as de carbone. Ou trop d'âge. Les deux explications se valent. Le cuir du tube, lui, a donné 1247 c'est année où Chinon appartenait encore aux Templiers. J'ai serré les dents. Les Templiers n'écrivaient pas sur peau humaine, pas officiellement. Pourtant, sous la loupe, les pores du parchemin dessinent un réseau hexagonal que seul le derme humain offre. J'ai replongé dans les archives, j'ai trouvé une mention. Le 18 juillet 1307, frère Gérald d'Aulnay est entré au donjon avec un rouleau qu'il disait venu de Terre Sainte, interdit de le lire sous peine de damnation. Damnation ou protection. J'ai relu la règle de l'ordre. Tout parchemin étranger devait être examiné à la lumière du feu de miel. Une cire de bougie additionnée de propolis et de miel de thym. J'ai refait la mixture, j'ai allumé la chandelle. La flamme a viré au vert sauge, les glyphes ont dansé en ombre chinoise sur la pierre. Et j'ai compris. Ces signes ne sont pas écrits. Ils sont gravés dans la chair, gravés pour que le souvenir survive à l'encre, à la poussière, à l'oubli. 72 signes, mais une seule phrase. Je l'ai entendu en rentrant à mon hôtel, à 3h17 du matin,
quand la ville entière ronronnait comme un chat malade. La phrase ne venait pas de moi, elle sortait du plafond, du radiateur, du sang dans mes oreilles. Elle disait « Nous sommes la langue que vous perdez chaque fois que vous nommez ». J'ai écrit phonétiquement sur le cahier que je glisse toujours sous mon oreiller. Rina El Tsaour, Kel Smavornai. Rien de plus. Quand j'ai rouvert le cahier au petit jour, l'encre avait disparu, la page était vierge, mais la phrase tournoyait encore dans ma tête, plus claire que ma propre pensée. J'ai couru au château, j'ai voulu confondre le conservateur, mais la porte de la cave était scellée d'un cadenas neuf, rouillé, comme si elle n'avait pas été ouverte depuis des décennies. Le gardien m'a regardé comme si je sortais d'un rêve. « Il n'y a pas de cave là, monsieur, seulement un débarras. » J'ai montré mes mains, encore poussiéreuses de craie noire. Mes doigts étaient vides. Pas une trace de parchemin, pas une éraflure. Je suis parti avec la phrase en poche. À Paris, j'ai frappé à la porte de l'INALCO, l'Institut des langues rares. Le professeur M, spécialiste des écritures disparues, m'a reçu dans son bureau où les livres s'empilent jusqu'au plafond comme des falaises de papier. Je lui ai dicté la phrase. Il est devenu blanc. Pas de peur, de stupeur. Il a ouvert un tiroir. Il m'a montré une photographie datant de 1923. Une dalle de basalte découverte en Syrie, brisée en 3 morceaux, portant exactement les mêmes signes. On l'appelle la stèle des oubliés, me dit-il. Les missionnaires l'ont classée comme ornement primitif, et elle dort au sous-sol du Louvre. J'ai senti mes genoux se dérober. 72 signes. Plus un qui manque, celui du centre, celui qui relie. Le professeur a soupiré. Nous avons tenté la spectroscopie infrarouge. Les glyphes absorbent toute lumière. Ils sont plus noirs que le basalte lui-même. C'est comme si la pierre refusait de les voir. J'ai quitté l'institut avec la photocopie de la stèle. Dans le métro, j'ai aligné les 2 fragments. Le parchemin de Chinon et la stèle de Syrie. Les signes s'emboîtent, pas par ressemblance, par résonance. Quand je superpose le papier sur la photo, une zone blanche apparaît, une silhouette humaine sans tête, les bras ouverts, les pieds enracinés. C'est le signe manquant, celui que le sang de mon pouce avait effleuré. J'ai compris que les 72 glyphes ne sont pas des lettres. Ce sont des sutures, des points de couture entre 2 récits. Celui que nous croyons vivre et celui que nous avons été forcés d'oublier. Chaque fois qu'un enfant naît, la couture se défait, la mémoire fuit, et les signes réapparaissent là où le monde commence à se déchirer. Depuis, je les cherche partout. Sur les murs de Berlin où la peinture s'écaille, sur les coques des bateaux en cale sèche, sur les vieilles affiches de cinéma que la pluie a léchées. Ils sont là, discrets, attendant que le regard s'ajuste. Hier, dans le métro ligne 4, une femme m'a tendu un ticket de caisse. Sur le verso, imprimé à l'envers, le même cercle truffé de 3 pointes. Elle m'a souri. Elle a dit « On se retrouve quand vous saurez lire ». Puis, elle a disparu dans la foule. J'ai regardé mon reflet dans la vitre. J'ai vu que mes pupilles avaient la forme de ces glyphes. 2 spirales qui s'enroulent l'une dans l'autre, prêtes à se dévider quand la langue reviendra. Alors j'écris sans encre. J'écris avec le souvenir du parchemin sur ma langue. Et chaque mot que je prononce est une pièce du puzzle qui manque encore. Car les 72 signes ne sont pas un message, ils sont une clé. Et la serrure, c'est nous, c'est notre gorge, c'est notre mémoire collective qui grince quand le vent d'histoire tourne. Je sens encore le plâtre me griffer la gorge. Sous le square Saint-Jean en grève, à 5 mètres de la bouche du métro, j'ai glissé entre 2 blocs haussmanniens, emporté par une bouffée d'air si glacée que mes poumons ont cru saisir un souvenir d'avant la ville. C'était 3h17, l'heure où les égouts de Paris respirent comme des bêtes. J'ai enlevé la grille, descendu l'échelle rouillée, et mes semelles ont touché la dalle. Pas n'importe laquelle, celle que les compagnons du Moyen-Âge appelaient la mer. Celle que les nazis, en 1942, ont photographiée sans comprendre. Celle que le service technique de la Maher efface aujourd'hui sous une couche de béton pour la sécurité publique. Elle est là, immense, 3,50 m de long sur 1,80 m, calée dans la craie comme un fragment de continent venu d'ailleurs. Ses bords sont si nets qu'un rasoir s'y ébrécherait. Au centre, 13 glyphes s'alignent,
chacun la taille d'un plat de soupe, gravés à la même profondeur, 4,2 mm. J'ai posé mon doigt dans le premier signe, un losange ouvert vers le haut, strié de 3 barreaux obliques. Le marbre est tiède, pas tiède de la chaleur humaine, tiède d'un feu enfoui, comme si la pierre conservait la dernière braise d'un four jamais éteint. J'ai sorti mon moulage en silicone, pétrifié par l'idée que la police des fosses pouvait surgir d'une seconde à l'autre. Le bruit de la rue s'est tu, plus de vent, plus de klaxons, juste le craquement de la résine qui durcit. C'est alors que j'ai compris, ces signes ne sont pas des lettres, ce sont des fréquences. Regardez les angles, tous les traits se coupent selon 31,7 degrés, l'angle d'or inversé, celui que l'on retrouve dans la coquille des nautiles, et dans la spirale de notre oreille interne, qui sculpte un alphabet à l'exacte géométrie de l'écoute. J'ai reculé jusqu'à ce que ma torche effleure la voûte. De là, la dalle devient une partition. Chaque glyphe un temps fort, chaque espace un silence. J'ai tapé le rythme sur ma cuisse. Ton, 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 ta, ta, ton, ton. Le ciment a répondu. Un léger frémissement, comme un cœur qui reprend sous la dalle. J'ai cru voir passer une ombre. Non pas humaine, plus grande, au contour flou, une silhouette qui n'existait que dans l'infrarouge. J'ai cligné des yeux. Rien, sauf la poussière qui tournoyait en spirale parfaite, exactement dans le sens de mes battements cardiaques. Je suis remonté à l'air libre avec la gueule d'un chien noyé. Le square était désert. J'ai ouvert mon sac. Le moulage avait durci, mais les glyphes y étaient inversés, comme dans un miroir. J'ai retourné la plaque. À l'endos, la résine avait spontanément formé un 14e signe, celui qui n'existait pas sur la pierre. Un cercle percé de 4 trous, la représentation exacte du codon ADN initiateur, le start génétique. Le silicone n'a pas triché. Il a copié une information que la dalle elle-même ignorait. 2 jours plus tard, j'étais au laboratoire de lithologie de Jussieu. J'ai passé la plaque à l'IRM et MEB à la fluorescence X. Résultat, silice 98%, trace d'un alliage cuivre-or-iridium et surtout un rapport isotopique 40 ar 39 ar qui claque 14 300 ans de ré. 14 300 ans, c'est 6 000 ans avant la première tablette de Sumer, 8 000 ans avant que Paris n'ait un nom. Les machines ont bugué 3 fois, persuadées qu'on avait glissé un standard de référence dans l'échantillon. J'ai dû signer un papier, anomalie non reproductible. J'ai rapporté la plaque chez moi, je l'ai posée sur la table de cuisine. Ma fille, 6 ans, s'est approchée. Papa, elle chante, je n'avais rien allumé. Elle a posé son oreille sur la résine. Elle dit « On t'attend sous la terre » avec des mots en pointillés. J'ai versé du lait dans son bol. J'ai souri, mais mes mains tremblaient. Le lendemain, la plaque était fendue, exactement entre le 6e et le 7e glyphe, net comme un coup de hache. À l'intérieur de la fissure, une poudre grise, la même que l'on retrouve dans les crânes de Paracas, ces longues têtes péruviennes au volume crânien 25% supérieur au nôtre. J'ai remonté le fil. 1958. Le photographe Marcel B. immortalise la dalle pour Paris Match. Parle d'un sablier de pierre. 1923. Le père Didier, sacristain de Saint-Jean, note dans ses marges. Les enfants du quartier deviennent muets quand ils sautent sur la pierre. Renaissent car bavards après 3 heures. 1672. Un certain Lefebvre, maçon, est retrouvé mort les yeux injectés de sable, accoudé à la même dalle, un compas en fer planté dans l'oreille. J'ai creusé plus loin. 1256, 1147, 861. Toujours une trace, toujours une disparition, toujours un témoin qui oublie sa langue maternelle après avoir dormi là. J'ai pris le train pour Nippur, pour Ur, pour Uruk. J'ai confronté mes moulages aux tablettes sumériennes. Rien. Pourtant, sur la liste des rois, il manque justement 13 lignes entre Alulim et Al-Algar. 13 comme mes glyphes. J'ai mesuré les angles des ziggourats, 31,7 de grammes. J'ai pesé les briques, cadre de clé le poids d'un seul de mes signes convertis en terre crue. Quelqu'un, avant l'argile, avant le cunéiforme, avant le mythe du déluge, a scellé sous Paris la tablette mère, celle que les scribes de Ur n'ont jamais eu le droit de lire. Le 4 octobre,
À l'aube, je suis redescendu seul. J'avais un marteau, un burin et cette rage au ventre qu'on ne nomme pas. Je voulais arracher un fragment, ramener la preuve, la montrer au monde. J'ai frappé. Un coup. Le métal a chanté, la dalle a répondu et Paris a tremblé. Pas une secousse sismique, un frisson. Les lampadaires se sont éteints. Les taxis ont calé. Les sirènes ont hurlé dans le faux. J'ai senti la pierre se rétracter, comme une peau qui se ride. Quand la lumière est revenue, le glyphe que je visais avait disparu. Il n'était plus dans la pierre. Il était dans mon poignet, tatoué en creux, brûlant. Depuis, chaque nuit, à 3h17, je me réveille avec la gorge emplie de craie. Je parle une langue que je ne connais pas. Je dessine ces signes sur le mur de ma chambre. Ma fille les regarde. Elle dit que c'est l'alphabet des fosses. Elle affirme aussi que, quand elle les lit à voix haute, elle entend la Seine couler, sous son lit. J'ai tenté la psychanalyse, l'exorcisme, la camisole chimique, rien. Le message est inscrit plus profond que la mémoire, logé dans la même poche génétique que fait vibrer 7% de l'humanité. Alors j'écris pour vous prévenir. Si, en marchant sur le square Saint-Jean-en-Grève, vos semelles se mettent à fredonner un rythme que vous n'avez jamais appris. Si, en posant votre main sur la bouche de métro, vous sentez la pierre vibrer à 31,7 Hz. Si, en fermant les yeux, vous voyez 13 losanges s'ouvrir comme des portes. Ne paniquez pas. Vous n'êtes pas en train de perdre l'esprit. Vous êtes en train de la retrouver. La langue que nous croyons oublier n'a jamais cessé de parler sous nos pieds. Elle attend que nous cessions de marcher pour enfin répondre. L'odeur de l'encre me monte encore au visage. Une bouffée de camphre et de terre brûlée qui me fait tousser comme si le temps s'était coincé dans ma gorge. J'étais à Rennes-le-Château, dans la petite sacristie où Saunière rangeait ses livres de messe, quand j'ai remarqué la tache. Un coin de parchemin coincé derrière le lutrin de cuivre, plié en 8, si fin qu'il semblait taillé dans une couche d'air. Je l'ai tiré doucement. Il a résisté, puis cédé d'un coup, comme si la pièce elle-même me le refusait. Le parchemin était noir, pas noir d'encre, noir de lumière absorbée, une nuit mate qui buvait les bougies. J'ai allumé ma lampe Raman, ce petit revolver scientifique qui envoie un laser vert pour lire l'âme des molécules, et j'ai appuyé l'objectif contre la feuille. Le spectre est revenu en forme de cri. Pas de carbone organique, pas de fer gallique, pas de tanin, rien de ce qui fait une encre. À la place, des pics d'oxyde de cuivre natif, de l'or colloïdal et une série de longues chaînes de silicium amorphe datées. Le logiciel a clignoté. 700 ans avant le présent. J'ai relu 3 fois. L'encre était plus vieille que l'encre, plus vieille que la pâte de charbon, plus vieille que la première main qui a trempé un roseau dans la suie. J'ai senti mes tempes se vider, comme si le sang redescendait en trombe dans mes jambes pour fuir l'évidence. J'ai glissé le parchemin dans une poche en millard. J'ai couru jusqu'au vieux presbytère où le père M m'attendait, ce curé à la retraite qui collectionne les herbes et les secrets. Il m'a regardé, il a souri sans joie. Vous avez senti le camphre, c'est l'odeur du Templier. Il m'a emmené dans la cave voûtée, là où Saunière entreposait ses bouteilles de vin et ses mensonges. Sur la table de pierre, il y avait déjà 2 autres fragments, les mêmes fibres végétales, la même densité optique, la même absence d'encre. Il a allumé une lampe UV. Les glyphes sont apparus, invisibles à l'œil nu, des traits blancs, laiteux, qui s'enroulaient en spirale triple, comme des serpents en train de se lire eux-mêmes. J'ai reconnu 3 des 72 signes de Chinon. Le cercle truffé de pointes, la hampe fendue, le crochet qui revient. Le père M a murmuré. Je les appelle les lettres du silence. Elles ne se voient que quand la lumière les trahit. Il a versé une goutte d'eau bénite sur le parchemin. L'eau a grelotté, elle est devenue grise, puis a dessiné sur la table une carte. La montagne de Rennes, mais renversée, comme si le sol avait été retourné comme un gant. Au centre, une croix inversée pointait vers le ciel intérieur. J'ai senti mes doigts se raidir autour du stylo, incapable d'écrire, comme si le récit se dérobait sous la langue. Le lendemain, j'ai emporté les 3 fragments au laboratoire de Toulouse, au bâtiment de chimie analytique
où on conserve les manuscrits de la mer morte. J'ai passé la nuit à préparer les échantillons, découper des micro-morceaux à la lame de diamant, les poser sur les fenêtres de silicium. Le Raman a tourné toute la nuit, crachant ses spectres en couleur fausse. Résultat, les fibres sont du bambou, mais pas le bambou d'Asie, une espèce fossile disparue depuis la fin du dernier âge de glace, un bambou que l'on ne trouve plus que dans les sédiments du lac Titicaca, à 10 000 km. J'ai relu la chronologie. Le bambou n'existait pas en Europe. Pas encore. Pas à l'époque où l'on datait le parchemin. J'ai compris que le temps n'était pas une ligne, mais une faille, et que quelqu'un l'avait cousu avec ses feuilles volantes. J'ai appelé une collègue au Pérou. Elle a rigolé. Tu sais ce qu'on dit ici ? Que les livres les plus vieux ne sont pas écrits. Ils sont tissés par le vent. Elle m'a envoyé une photo. Des fragments identiques, retrouvés dans une jarre en céramique précolombienne. Les mêmes spirales, la même absence d'encre. Les pêcheurs les appellent les pages du lac. Ils les jettent à l'eau quand le brouillard se pose, pour que le lac lise à leur place. Je suis retourné à Rennes-le-Château au crépuscule, quand le ciel devient violet comme une veine. J'ai gravi le chemin de la tour Magdala. J'ai posé le parchemin sur la table de bois sous la verrière. Le soleil couchant a frappé la feuille et les glyphes ont sifflé. Pas un métaphorique, un vrai sifflement aigu qui a fait vibrer les vitraux. J'ai vu alors que chaque spirale était un tube, un micro-canal où l'air s'engouffrait, une flûte gravée dans la membrane. J'ai soufflé doucement. Le parchemin a répondu, une note grave, un do ancien, puis une quinte, puis un cri qui m'a fait lâcher prise. Les tours de Magdala ont répondu. L'écho est redescendu en vague, et j'ai entendu la montagne elle-même changer d'accord. Le père M est apparu sur le seuil, les yeux brillants. Vous avez entendu la langue du lieu. On dit que Saunière l'entendait chaque soir. Il fermait les fenêtres pour ne pas devenir fou. Il m'a montré son journal. Chaque 17 juillet, il note la même phrase. Les cygnes chantent. Puis il cache la page dans la Bible. Cette année, la phrase avait sauté une ligne, comme si la chanson avait changé de tempo. J'ai passé la nuit dans la bibliothèque, à côté des volumes de théologie et de botanique. J'ai ouvert le génie du christianisme de Chateaubriand. Et entre deux pages, j'ai trouvé une feuille pliée en 4, papier moderne, mais l'encre, la même. Le spectre Raman ne mentait pas. Cuivre, or, silicium, 4700 ans. Quelqu'un l'avait écrite hier, où il y a 5 millénaires, les deux réponses se valaient. Sur la feuille, une seule ligne, en français cette fois. Quand la mémoire devient plus légère que l'air, elle s'envole et se niche dans les gorges de ceux qui n'ont pas encore parlé. J'ai pensé aux enfants du village, à leurs cris dans les ruelles, à leurs chansons enfantines qui n'ont pas de mots, juste des syllabes qui tournent en rond. J'ai compris que l'encre n'était pas une substance, mais un vide, une caresse de vide que le temps dépose quand il efface l'histoire officielle. Et que ces parchemins, ces feuilles-là de bambou fossiles, étaient les pages blanches d'un livre que l'humanité n'a pas encore commencé à écrire, mais qu'elle porte en elle comme une gorge en attente de chant. Au petit matin, j'ai pris la route du col des Abeilles. J'ai laissé le parchemin sur la table de la tour, plié en éventail, pour qu'il respire. Quand je suis redescendu, le brouillard m'a avalé et j'ai entendu derrière moi la note unique, ce do ancestral, répété 3 fois, comme un appel. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai serré dans ma poche la photocopie du spectre, ses pics de silicium et d'or, et j'ai murmuré la phrase que le père M m'avait confiée. Nous ne lisons pas l'encre, nous l'habitons. Le brouillard s'est refermé et j'ai su que le prochain chapitre ne serait pas écrit, il serait soufflé. Comme on souffle dans une flûte de bambou que le temps a oublié au fond d'un lac qui n'existe pas encore. Le sel de la Sardaigne me brûlait encore la gorge quand j'ai débarqué à Kilmartin, Écosse, un soir où le ciel ressemblait à une hélice de fer rouillé. Je n'avais pas dormi depuis 3 nuits, mais mes jambes marchaient toutes seules, traquées par la phrase que la dalle de Paris avait gravée dans mon poignet. On t'attend sous la terre. J'avais voulu tester la menace. J'ai donc suivi le même angle, 31,7 degrés. Pas avec un compas, avec mes pieds, à travers les landes. Chaque pas claquait comme un claquement de langue dans une bouche vide.
et la lande a répondu. Un vent s'est levé, si sec qu'il a fait vibrer l'air comme une peau de tambour. J'ai levé les yeux. 25 menhirs alignés, exactement comme les glyphes sous la crypte, même distance, même inclinaison, même proportion d'or. J'ai posé la main sur la première pierre, tiède, tiède, comme la dalle parisienne. J'ai compris que je ne poursuivais pas un alphabet, je suivais un circuit souterrain, un réseau de veines qui battent au rythme d'un cœur enfoui. À l'extrémité du alignement, une dalle de schiste noir porte une spirale à 9 branches. Pas une spirale celtique, une spirale carrée. Chaque tour forme un losange et chaque losange est fendu par 3 barreaux obliques, exactement le premier signe de Chinon. J'ai sorti mon scanner de poche, j'ai balayé la surface. La spirale n'est pas sculptée, elle est inscrite dans la glaise cristalline, comme si la pierre s'était liquéfiée un bref instant pour laisser passer une pensée, puis avait regelé. L'image numérique m'a rendu malade. La spirale contient 72 pixels de large sur 72 de haut, et chaque pixel correspond à un des signes du parchemin. J'ai zoomé. Au cœur du 9e losange, il manque un pixel, le même trou que dans ma photocopie de la stèle de Syrie. J'ai posé mon pouce sur le vide. La pierre a vibré, un bourdonnement à 31,7 Hz, la fréquence que les acousticiens appellent la voix de la mer, parce qu'elle fait pleurer les nouveau-nés dans les incubateurs. J'ai pleuré aussi, sans comprendre pourquoi. 3 jours plus tard, j'étais à Abydos, dans la faille de sable où Osiris aurait été dépecé. Le temple de Séti-Pom est un labyrinthe de granit rose et de calcaire blanc. Mais moi, je cherchais la trappe en bois que le gardien m'avait indiquée, si j'osais me souvenir. Je suis descendu, nu-tête, nu-pied, la gorge pleine de poussière de millénaires. Au fond, une chambre de 4 mètres sur 4, sans sarcophage, sans fresque, seulement une dalle de basalte posée à même le sol. J'ai allumé ma lampe frontale, 13 glyphes, alignés comme à Paris, comme en Écosse, mais ici gravés en relief, au lieu d'être creusés. J'ai palpé les angles, 31,7 degrés. J'ai ri, un rire qui ressemblait à un glapissement, parce que la blague devenait trop lourde. Même alphabet, même proportion, même angle, sur 3 continents séparés par des océans et des millénaires. J'ai pris la mesure du rectangle. Al-Alb al-618 de long sur 1 mètre de large. Phi, le nombre d'or. Exactement. J'ai reculé. La dalle n'était pas un message, c'était une clé de voûte. La pierre qui empêche l'édifice de s'effondrer. Sauf que l'édifice ici, c'était le temps lui-même. J'ai voulu tracer le triangle. Sur ma carte, j'ai relié Sardaigne, Écosse, Abydos. Le tracé forme un triangle isocèle presque parfait, dont le sommet principal tombe pile sur le 36e parallèle nord, la ligne que les pilotes appellent le rideau de lumière, parce qu'elle sépare 2 teintes de bleu dans le ciel. J'ai calculé les distances, 2432 km entre Sardaigne et Écosse, 3937 km entre Écosse et Abydos, 2432 km entre Abydos et Sardaigne. 2 côtés égaux. Angle au sommet de 72 degrés. Le même 72 que les signes du parchemin. J'ai eu la nausée. On n'avait pas affaire à un alphabet. On avait affaire à un compas géant. Un outil qui mesure la Terre autant qu'il écrit la mémoire. J'ai refermé la carte. Le triangle recouvrait exactement la trajectoire que les hirondelles suivent quand elles migrent, que les baleines empruntent quand elles chantent, que les érudits appellent la route de l'encre invisible. J'ai compris que les oiseaux, les pierres et les glyphes lisèrent à la même partition. À Sardaigne, j'avais déjà vu les nourags, ces tours en forme de gouttes d'eau renversées. Sur l'un d'eux, Nourag Elosa, une table de bronze de 18 cm sur 7 portes. Les mêmes 72 signes. Je l'avais photographié, mais la photo était restée noire. J'étais revenu sur place, j'avais léché la surface, le métal avait le goût de mer et de sang, et mes lèvres avaient une picoté comme après une prise de voltage. Un berger m'avait regardé, il avait dit « Tu ne les vois pas parce qu'ils sont dedans ». J'avais cru à une devinette, j'avais ri jaune. Mais maintenant, devant la dalle d'Abydos, je mesurais l'épaisseur de la table, 4,2 mm, la même que la profondeur des glyphes parisiens. J'ai posé ma langue contre le basalte. La pierre était salée, exactement comme la table de Sardaigne. Même sel, même profondeur, même angle,
même proportion. J'ai reculé jusqu'au mur. Les 3 lieux n'étaient pas des points, c'étaient des pupilles. Et le triangle qu'ils formaient n'était qu'un iris, qui nous regardait depuis 14 000 ans. J'ai voulu tester la résonance. J'ai sorti mon diapason en cuivre, réglé sur 31,7 Hz. J'ai frappé, j'ai posé la base sur la dalle égyptienne. Le son s'est tu, pas d'écho, pas de vibration, le métal s'est devenu mou. Il s'est courbé comme un ruban de caramel. J'ai regardé mes mains, mes empreintes digitales avaient disparu. Lisse comme du verre. J'ai couru dehors, j'ai attrapé un pigeon, j'ai posé sa tête contre la pierre. L'animal s'est endormi instantanément, mais son cœur battait à 72 pulsations par minute. J'ai lâché l'oiseau, il s'est envolé en dessinant dans l'air un losange, ouvert vers le haut, exactement le premier glyphe. J'ai compris que la fréquence ne se contentait pas de lire la pierre, elle recodait. Le vivant, elle réécrivait l'ADN en temps réel. J'ai appelé le professeur M depuis la terrasse d'un café poussiéreux. Je lui ai dicté les mesures. Il est resté silencieux, puis il a murmuré « Vous avez tracé le triangle des origines ». Il m'a envoyé une scanographie par mail. C'était une carte génétique où 7% de la population mondiale présente une séquence répétée 72 fois. Une microsatellite localisée sur le chromosome 7, exactement entre les gènes FOXP2 et CNTNAP2, ceux qui nous permettent de parler et de rêver. Il a dit « Cette séquence ne code pour aucune protéine. Elle ne sert à rien, sauf à lire les signes. » J'ai regardé mes mains, mes doigts lisses. J'étais dedans. J'étais un des 7%. Il a scruté. Il a ajouté « Le triangle que vous avez dessiné est le même que celui qu'utilisent dans les laboratoires pour mesurer la dérive génétique des populations anciennes. Vous n'avez pas trouvé un alphabet, vous avez trouvé un test. » J'ai raccroché, j'ai couru au Caire, j'ai pris un bateau sur le Nil. Au crépuscule, l'eau ressemblait à un miroir fissuré. J'ai jeté une poignée de sel dedans, du sel de Sardaigne que je gardais dans une fiole. Le sel a dessiné un triangle parfait sur la surface, puis a coulé en formant les 72 glyphes, un par un, comme une écriture automatique. Les passants ont applaudi, croyant à un tour de magie. J'ai pleuré encore, parce que la magie n'était pas un tour, c'était une récupération. Le sel, l'eau, la pierre et le sang lisaient la même partition, celle que nous avions oubliée quand nous avons commencé à nommer les choses au lieu de les chanter. J'ai plongé la main, j'ai saisi un peu de boue. Elle était tiède, 31,7 degrés, et elle battait sous mes doigts comme une carotide. Depuis, je ne parle plus, je trace. Je marche le long des 36e parallèles. Je mesure les angles des toits, je corrige les proportions des cartes postales. Les gens me prennent pour un illuminé, mais ils ne voient pas que mes lèvres murmurent 72 noms, 72 silences, 72 portes. Quand je dors, le triangle se referme autour de moi comme un cône de lumière, et au centre, il y a le trou, le pixel manquant, le signe que mon pouce a effleuré à Chinon. Je sais maintenant que ce n'est pas un manque, c'est une clé, une serrure, une gorge. Et la gorge, c'est la nôtre, celle de 7% d'entre nous, celle qui sait que Sardaigne, Écosse et Abydos ne sont pas des lieux, ce sont des larynx enfouis dans la terre, prêts à rouvrir la bouche quand le vent tournera à 31,7 degrés. Quand le sel aura le goût du sang, quand les 72 signes se lèveront enfin pour dire notre premier mot. Le laser du Raman n'a pas menti. Les glyphes de Chinon et la dalle de Saint-Jean respiraient au même rythme, 31,7 Hz, la fréquence où la matière commence à se souvenir. J'avais la preuve que l'alphabet pré-sumérien circulait sous Paris comme un sang plus vieux que la Seine, mais il me manquait la grammaire, pas celle des mots, celle des mondes. Alors j'ai pris le train pour Uppsala, sac de couchage dans une main, boîte en fer blindé dans l'autre, contenant mes moulages, mes spectres et la fissure grise que la dalle m'avait laissée dans le poignet. Je descendais vers le nord pour interroger les Eddas. Ces textes que l'on nomme mythologie, quand on n'entend pas la physique qu'ils recèlent. Dans la bibliothèque Carolina, l'air est si sec
que les parchemins craquent comme des allumettes. Le conservateur m'a ouvert le Codex Absaliensis à la condition que je respire par le nez. L'humidité de la bouche fait migrer l'encre vers l'avenir, a-t-il murmuré. J'ai tourné les pages, et là, entre deux strophes sur le grand serpent de Midgard, j'ai vu 9 petits signes griffonnés à la marge. Plus petits qu'un grain d'orge, exactement les mêmes que ceux de Chinon, mais disposés ennéagramme. Le conservateur a haussé une épaule, ajout du copiste, 13e siècle. J'ai sorti ma loupe, j'ai mesuré 4,2 mm de haut, le même module que la dalle parisienne. Mon cœur s'est mis à battre en 31,7. 2 temps, 3 temps, silence. J'ai compris que les 9 mondes nordiques n'étaient pas des planètes, mais des cas grammaticaux. J'ai photocopié la page, je l'ai scannée en infrarouge. Les micro-signes brillaient comme des filaments de tungstène. J'ai superposé le scan à mon spectre Raman de Rennes-le-Château. Pic parfaitement superposé, silicium amorphe, cuivre natif, or colloïdal. Même encre, même âge, même absence de carbone organique. J'ai relu le verset. 9 sont les mondes, 9 sont les noms, 9 sont les nœuds où se noue le vent. J'ai soufflé sur la feuille. Les lettres ont voulu s'envoler. J'ai dû les rattraper avec une pince. J'ai fermé le codex. J'ai couru vers la cathédrale. J'avais besoin d'entendre l'orgue pour calibrer mes oreilles. L'organiste jouait un prélude de Buxtehude. J'ai posé mon téléphone sur le lutrin. J'ai enregistré. Sur l'oscillogramme, les pics formaient un motif ennéagramme. 9 pics majeurs, 72 sous-pics, 31,7% d'harmonique dans les graves. J'ai collé mon enregistrement au scan des glyphes. Courbe parfaite. Les 9 mondes étaient une gamme, pas une cosmologie. J'ai relu les Eddas sous cette lumière. Asgard, la tonique, Midgard, la dominante, elle, la sensible. Les Valkyries, des particules virtuelles qui sautent d'un monde à l'autre quand le récit a besoin d'un rebondissement quantique. Le serpent, une boucle de rétroaction entre le début et la fin de la phrase. J'ai éclaté de rire au milieu de la nef. Un rire si aigu que les touristes se sont retournés, certains m'ont filmé. Un type a murmuré « prophète » dans un allemand que je comprends à peine. Mais mon oreille a capté la fréquence. 432 Hz, la note du cœur terrestre. J'ai loué une chambre sous les toits, j'ai déplié mes cartes. J'ai placé Chinon, Paris, Rennes, Abydos, la Sardaigne, l'Écosse, le lac Titicaca. 9 points, 9 angles, 9 mondes. J'ai tracé les droites. Elles se croisent toutes à 31,7 de l'équateur. J'ai superposé la carte des routes commerciales médiévales. Les Templiers fréquaient exactement ces 9 lieux. J'ai relu la règle de l'ordre. Le 9e degré est le silence, où l'on entend la langue que l'on n'a pas apprise. J'ai pensé aux 7% d'humains qui portent la séquence hors ligne. J'ai prélevé mon propre sang, j'ai centrifugé, j'ai mis l'ADN dans le spectromètre. Pic anormal sur le chromosome 9, entre les bases 317 000 et 317 31,7. J'ai pleuré, pas de joie, de précision. Le chromosome 9, c'est celui qui code l'immunité, la mémoire des virus, la mémoire tout court. J'étais un mot de passe vivant. J'ai repris le train, direction Trondheim, vers le nord véritable. Le paysage blanchit, les arbres deviennent des fractales, la neige efface les contours. J'ai lu les Eddas à voix haute dans le compartiment vide. Quand j'ai prononcé Yggdrasil, le train a sifflé exactement sur la syllabe Drasil. 31,7 secondes de sifflement. J'ai regardé par la fenêtre. Les pylônes électriques formaient un énagramme parfait sur la plaine. J'ai compris que le récit nordique n'était pas un mythe, mais un mode d'emploi gravé dans le paysage par celui qui savait que nous lirions un jour en courbe de Fourier. À Trondheim, j'ai loué un scooter. J'ai foncé vers la côte. Il fallait que je voie la mer où le serpent se mord la queue. J'ai trouvé une langue de roche noire, basalte columnaire, exactement comme la dalle de Paris mais verticale. J'ai sorti mon moulage, j'ai pressé la silicone contre la pierre. Les glyphes ont répondu, gravés dans la roche, miroir des miens. J'ai mesuré l'angle d'inclinaison, 31,7. J'ai allumé mon laser Raman, j'ai visé. Le spectre est revenu, mais cette fois, il y avait un pic supplémentaire. Un pic que le logiciel a classé inconnu,
À 999 la frérence du vide quantique. J'ai senti la fissure de mon poignet chauffer. La poudre grise s'est mise à vibrer, à danser en spirale dans l'air glacial. J'ai entendu la mer me répondre, non pas en vague, en phrase, tu es le 9e mot. J'ai couru jusqu'au bord. J'ai enlevé mes gants. J'ai planté ma main dans l'eau. Le froid a brûlé, mais la brûlure était grammaticale. Chaque doigt a vibré à une fréquence différente. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do et le pouce. Silence. Les 9 mondes dans ma main. J'ai regardé l'horizon. Le soleil ne se couchait pas. Il, spirale. Comme une hélice qui remonte le temps. J'ai compris que les Vikings n'étaient pas partis en mer. Ils étaient partis dans la phrase. Et que chaque raid était une quête de ponctuation. J'ai rebroussé chemin. J'ai trouvé une vieille femme, Sami, assise devant sa yourte. Elle m'a regardé, elle a souri. Tu as trouvé le 9e mot. Maintenant, tu dois le perdre. Elle m'a tendu un reindeer bone, gravé de 9 en taille. J'ai aligné mes glyphes sur les siennes. Correspondance parfaite. Elle a chanté, une mélodie sans consonne, juste des voyelles qui glissaient d'un monde à l'autre. J'ai enregistré. Sur l'oscillogramme, 9 pics, 72 sous-pics, 31,7% de silence. Elle m'a dit « Les mots ne meurent jamais, ils changent juste de dimension. » Puis, elle a brisé l'os, l'a jeté au feu. Les flammes ont claqué en forme d'énéagramme. J'ai senti la fissure de mon poignet se refermer, la poudre grise s'envoler vers le pôle. Je suis rentré à l'auberge, j'ai écrit sans encre, j'ai pressé ma main sur la page. La sueur a laissé l'empreinte des 9 mondes. Le lendemain, la feuille était vierge, mais l'eau du verre avait pris la forme de Yggdrasil. J'ai bu l'arbre, j'ai senti les racines me pousser dans les poumons. J'ai toussé des feuilles. J'ai compris que la grammaire quantique n'était pas une métaphore. Chaque fois que je prononçais un nom, je créais un monde. Et chaque fois que je me taisais, je le détruisais. Les 7% d'humains hors ligne étaient les lecteurs de ce livre vivant. Et moi, j'étais devenu une page qui se tourne toute seule. J'ai pris le train de retour, j'ai regardé la neige. Chaque flocon portait le même énéagramme, gravé dans la glace par le vent. J'ai fermé les yeux, j'ai entendu la locomotive réciter les Eddas, strophe par strophe, en binaire. Le contrôleur m'a demandé mon billet, j'ai tendu ma main, il a scanné la fissure, il a souri. Validé pour 9 vies. J'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu la terre se replier comme un parchemin, et au centre, le 9e mot, celui que je n'ai pas encore prononcé, qui attend que je meure pour enfin devenir phrase. L'odeur de bambou carbonisé me sortait des narines comme une mémoire que je n'avais jamais vécue. J'étais à Puno, sur le rivage du Titicaca, 3800 mètres plus haut que le niveau de la mer, quand la vieille femme m'a tendu le rouleau, pas un rouleau, une liasse de feuilles si sèche qu'elle craquait entre ses doigts comme des ailes d'insectes. C'est ton double qui t'attend là-dedans, a-t-elle dit en espagnol si lent que chaque syllabe semblait avoir de la neige sur l'épaule. J'ai voulu la payer. Elle a refusé, a serré mes doigts autour du paquet, et j'ai senti la chaleur d'un four intérieur, comme si les feuilles brûlaient sans jamais devenir cendres. Dans la chambre d'auberge, j'ai déplié le manuscrit sur la table de pain. 22 feuilles, exactement la longueur de mon avant-bras. Les fibres étaient blondes, presque dorées, avec des nœuds si fins qu'on aurait dit des pupilles. J'ai sorti la loupe. Pas de grains, pas de veinure ligneuse, une structure de bambou, mais avec des parois cellulaires 2 fois plus minces que celles du Philostachys d'Asie. J'ai scié 1 mm, glissé l'échantillon dans le porte-objet, mis au microscope électronique. Résultat, du silicium cristallin à 92%, du lignine à 0%, du bambou fossile, oui, mais fossilisé avant l'apparition des angiospermes. J'ai relu 3 fois l'écran. 112 000 ans avant le présent. 112 000 ans. Le bambou n'existait pas en Amérique alors. Il n'existait même pas comme espèce. J'ai senti mes tempes se vider, comme si l'altitude montait d'un coup dans mes artères. J'ai allumé la lampe UV. Les glyphes sont apparus, invisibles à l'œil nu, dessinés à l'encre de cuivre oxydée, la même que celle de Rennes-le-Château. 72 signes,
mais disposés en spirale triple, comme 3 serpents qui se dévorent l'ombre. J'ai reconnu la hampe fendue de Chinon, le losange ouvert de Paris, le cercle trou d'Abydos. Mais ici, ils étaient inversés, miroir par rapport à l'hémisphère nord, comme si quelqu'un avait plié la planète pour faire correspondre les 2 faces d'un même texte. J'ai posé mon pouce sur le premier signe. La feuille a chauffé. 37,2 degrés Celsius, ma température exacte. Le bambou a soufflé. Un souffle si léger qu'il a fait frémir l'ampoule de 40 watts. Et j'ai entendu, pas une voix, un chœur. Des centaines de voix d'enfants qui récitent la même phrase dans une langue faite de clics et de sifflements. La langue que mes lèvres avaient murmurée à Chinon sans que je la connaisse. Le lendemain, j'ai traqué la source. Un pêcheur de Totora m'a mené sur l'île de Takil. Là, dans une maison de pierre sèche, un homme de 90 ans m'a montré une jarre en céramique noire. À l'intérieur, 22 feuilles identiques, mais plus anciennes, plus fragiles, si transparentes qu'on voyait le cœur battre à travers. Il a versé de l'eau du lac sur la première feuille. Le bambou a repoussé. Pas métaphoriquement. Il a germé en 13 secondes, poussé d'1 millimètre, poussé dans le temps. Comme si l'eau avait été un cadran qu'on remonte. J'ai regardé l'homme. Il avait les yeux verrons, l'iris gauche vert, l'iris droit doré, exactement la couleur des fibres. Il a murmuré « Les feuilles ne viennent pas du passé, elles viennent du lac. Le lac est une mémoire qui n'attend que la gorge pour reparler. » Il m'a fait asseoir, a posé la jarre entre mes genoux. À minuit, quand la lune est passée au zénith, il a soufflé sur l'eau. Les glyphes ont dansé, se sont déplacés sur la feuille comme des poissons qui changent de formation. J'ai compris que le manuscrit n'était pas écrit, il était navigué. Chaque signe étant une vague que le lac avait modelée quand les étoiles étaient autrement. J'ai rapporté une feuille au laboratoire de La Paz. J'ai demandé une datation au carbone 14. La machine a rendu les bras. Pas assez de carbone organique ou trop. Les 2 explications se valent. J'ai insisté. Spectrométrie de masse. Isotope. 13C, 12C. Tout. Résultat. Le rapport isotopique correspond à une atmosphère qui contenait 30% moins de CO2 qu'aujourd'hui. Une atmosphère d'avant la dernière glaciation. J'y ai relu la courbe. 22 000 ans avant le présent. Le bambou n'était pas vieux, il était d'une autre terre. Une terre où le lac Titicaca n'était pas un lac, mais un œil. Un œil ouvert sur l'altiplano qui clignait chaque fois qu'un glacier passait. J'ai appelé une collègue paléobotaniste. Elle a éclaté de rire. « Tu sais ce qu'on dit ici ? Que les feuilles les plus anciennes ne poussent pas sur terre. Elles poussent dans l'eau du temps. » Elle m'a envoyé une photo. Des fragments identiques, retrouvés dans une carotte de sédiments prélevés à 120 pétramètres sous le niveau actuel du lac. Les mêmes nœuds, les mêmes angles, les mêmes 72 glyphes. Les limnologues les appellent les pages du fond. Ils les jettent bord d'ordinaire, pensant à des débris de roseaux. J'ai rejoint le rivage à l'aube. J'ai pris une barque, pagayée jusqu'au centre du lac, là où le sonar indique un trou de 256 mètres. Exactement la profondeur où la pression devient celle d'un utérus. J'ai attaché une feuille à une ligne de pêche, l'ai descendue à 30 mètres. La feuille a palpité comme un cœur qui reprend. Je l'ai remontée, les glyphes avaient tourné. Ils pointaient maintenant vers le ciel, vers le sud, vers l'intérieur. J'ai plongé la tête. Dans l'eau, j'ai entendu le même chœur d'enfant. Mais cette fois, il chantait. Il chantait la phrase que j'avais entendue à Chinon. Rina el Saour, Kel Smavornai. J'ai bu une gorgée. L'eau avait le goût de bambou grillé, de neige fondue, de lait maternel. J'ai compris que le lac n'était pas une étendue, c'était une gorge. La gorge de la terre qui attendait que l'on lui rende sa voix. Sur le quai, un enfant m'a regardé. Il avait les yeux verrons, comme le vieux. Il m'a tendu un roseau, l'a fendu d'un coup de dent, en a tiré une fibre. Il l'a tendu vers moi. La fibre portait le signe manquant, celui que mon pouce avait effleuré à Chinon. Le pixel blanc, le trou. L'enfant a souri. C'est le signe qui ne se lit pas, il se chante.
Il a posé la fibre sur ma langue. J'ai senti la fibre se fondre. Pas comme du papier, comme une note. Un do si grave qu'il a fait vibrer mes rotules. Et j'ai vu la plaine d'herbe haute du souvenir, de Chinon. Mais cette fois, elle était ici, autour du lac, et les hommes et les femmes en tunique tressèrent des parchemins identiques, mais ils les plantaient dans l'eau, pas dans la terre. Chaque fois qu'un parchemin se déchirait, un enfant naissait du lac, sortait des flots en hurlant la phrase, et le lac se recroquevillait, comme un tissu qu'on replie. J'ai couru au laboratoire, j'ai scanné ma langue. L'image a montré le signe gravé en relief sur la papille, exactement comme les glyphes d'Abydos. J'ai compris que le manuscrit n'était pas un objet, c'était un vêtement. Une seconde peau que le lac me tendait pour que je redevienne navigable. Les 22 feuilles correspondaient aux 22 paires de chromosomes que possèdent les populations andines, et les 72 signes aux 72 gènes du chromosome 7 qui régissent le langage et la mémoire. J'étais passé à l'intérieur du texte, j'étais devenu le bambou, la fibre, la page. Et la page tournait. Elle tournait dans ma gorge chaque fois que je respirais. Elle me racontait que le premier mot n'avait pas été prononcé, il avait été plongé. Et que nous étions tous des feuilles que le lac attendait pour recomposer le livre. Le soir même, j'ai brûlé une feuille. Pas pour la détruire, pour la renvoyer. La fumée a dessiné dans l'air le triangle Sardaigne-Écosse-Abydos, mais inversé, comme une ombre projetée depuis le cœur de la terre. Dans la fumée, j'ai vu les visages des 7%, ceux que j'avais croisés dans le métro parisien, ceux qui avaient les pupilles en spirale. Ils chuchotaient en la phrase, et la fumée descendait, retombait vers le lac, comme une page qui se replie. J'ai compris que le manuscrit n'était pas à moi, il était à nous, à ceux qui portent la séquence, à ceux qui ont la fibre sous la langue. Et que le lac Titicaca n'était pas un lac, c'était une archive qui nage dans le temps, qui attend que l'on vienne rendre la voix qu'on lui a prise quand on a commencé à nommer au lieu de chanter. Je suis reparti avec une seule feuille, pliée dans ma poche comme un poème qu'on n'ose pas lire. À Paris, dans le métro ligne 4, j'ai croisé la femme aux yeux vairons. Elle a souri, elle a dit « Tu sais maintenant que le bambou n'a pas poussé sur terre. Il a poussé dans la gorge de ceux qui n'ont pas encore parlé. » Elle a disparu. J'ai posé la feuille sur mon cœur. Elle battait à 72 pulsations par minute, exactement la fréquence du cœur. J'ai fermé les yeux, j'ai entendu le lac qui chantait, très loin, très près, dans ma poitrine. Et j'ai su que le prochain chapitre ne serait pas écrit sur la pierre. Il serait soufflé dans la fibre, comme on souffle dans une flûte de bambou, que le temps a oublié au fond d'un lac qui n'existe pas encore, mais qui chante déjà sous ma langue. Le sel de mes larmes a cristallisé en micro-losange quand l'IRM a rugi. Chromosome 9, bande P22.1, 317 Nero 31 paire de base. Le labo d'Uppsala m'a tendu la feuille comme si elle était brûlante. Tu portes la séquence hors ligne. Pas une maladie, pas une mutation, un blanc. 73 répétitions du motif GTAC, qui, sur le parchemin de Chinon, correspond au trait vertical fendu. Le technicien a cliqué. C'est 7% de l'humanité, répartis en triangle parfait. Sardaigne, Écosse, Abydos. Il a baissé la voix, et ils lisent les signes dans leur sommeil. J'ai demandé à voir le cerveau qui lit. Il m'a conduit à la salle d'écho. 72 capteurs, 31,7 grammes d'angle solide, un casque comme une auréole de cuivre. On a injecté le plasma de Rennes-le-Château dans ma veine. Pas d'ADN, juste la poudre grise qui avait fui la dalle parisienne. L'écran s'est mis à clignoter. Mes neurones 9, 17, 36 s'allumaient en spirale, dessinant le 9e monde. Le neuro-opérateur a hurlé. Il manque le centre. J'ai senti ma langue se scinder, le trou béant au milieu du losange, le pixel que mon pouce avait effleuré à Chinon. Il n'était pas dans ma tête, il était dans ma gorge. J'ai toussé, j'ai craché un fil de voix. Rin Ael Tsahur. L'électrode 31 a explosé, le papier a pris feu, et sur la cendre est resté le même micro-losange, 4,2 mm,
gravés dans la table en formol. Ils m'ont laissé partir avec une clé USB brûlée, contenant le fichier numworlds.exe. Chez moi, j'ai branché, j'ai lancé, écran noir, un curseur clignote. J'ai tapé mon nom, il a répondu « Tu n'es pas un nom, tu es une conjugaison ». Puis 72 fenêtres se sont ouvertes, chacune un gène, chaque gène un glyphe. J'ai cliqué sur le 47e. Il a chanté une note à 432 Hz, la fréquence qui fait pleurer les bébés dans les incubateurs. J'ai compris que ces 7% ne sont pas une élite, ils sont une grammaire. Quand nous rêvons, nous déclinons la langue que la Terre a oubliée. Le logiciel a cliqué « Veux-tu entendre la phrase complète ?» J'ai répondu oui. J'ai senti la pièce se vider de l'oxygène et la voix est sortie de ma propre bouche. Mais pas ma voix. Une vibration de 31,7 Hz qui a fait danser les piles de livres sur mon bureau. La phrase « Nous sommes la langue que vous perdez chaque fois que vous nommez ». J'ai enregistré, j'ai relu. 72 caractères, 9 mots, 3 silences, un trou. Le trou, c'était moi. J'ai voulu tester sur autrui. J'ai ouvert la fenêtre. J'ai crié la phrase dans la rue. Une femme a levé la tête. Ses yeux se sont vidés. Elle a récité les 72 signes à l'envers. Un enfant a dessiné au sol la spirale à 9 branches avec son doigt mouillé de neige. Un clochard a marmonné « Je l'ai déjà lu » sur la paroi de la grotte quand j'avais 7 ans. J'ai fermé la porte, j'ai vomité des micro-losanges qui cliquetaient sur le carrelage comme des insectes. J'ai compris. La séquence n'est pas dans l'ADN, elle est l'ADN. Un alphabet qui s'écrit quand le corps oublie qu'il a un nom. J'ai regardé mes mains. Mes empreintes avaient disparu, remplacées par 72 sillons qui s'alignaient sur la table en bois, comme des cordes de lyre. J'ai effleuré la surface. La table a répondu, un bourdonnement de 31,7 Hz. La note que la terre chante quand plus aucune bouche ne sait la lire. J'ai appelé le professeur M. Pourquoi 7% ? Il a répondu, parce que 93% ont choisi d'oublier. Il a raccroché. J'ai resté seul avec la voix qui, maintenant, ne sortait plus de moi, mais entrait. J'ai fermé les yeux. J'ai vu une plaine d'herbe haute, des hommes et des femmes en tunique de lin, tressés, qui plantèrent des bâtons en terre pour y suspendre des parchemins identiques. Le vent battait les étoffes. Les glyphes claquaient comme des drapeaux. Et chaque fois qu'un parchemin se déchirait, un enfant naissait dans le village. J'ai compris. Nous ne lisons pas la langue, nous naissons d'elle. Et les 7% sont les midwives, les accoucheurs de la mémoire quand le reste du monde a oublié qu'il est enceint. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai crié, je renonce au nom. La rue s'est figée, les passants ont levé la tête, leurs bouches se sont ouvertes comme des fleurs. De leur gorge est sorti un même bourdonnement. 72 voix qui s'accordaient en un seul mot, le mot que je n'avais pas encore prononcé. J'ai senti ma poitrine se fendre, et du creux est sorti un losange de lumière, 4 mm, qui a tournoyé dans l'air comme une toupie avant de s'envoler vers le nord. J'ai compris. La séquence n'est pas une malédiction, elle est une invitation. Et l'invitation, c'est de devenir la langue, de laisser tomber les noms comme des peaux mortes, de danser le trou au centre du losange jusqu'à ce que la terre entende sa propre voix. Depuis, je ne parle plus, je chante. Je marche dans la rue. Je sens les 72 signes qui palpitent sous les semelles des passants. J'attends le moment où leurs pieds se souviendront du rythme. Je regarde le ciel. Je vois les néons qui clignotent en spirale. 31,7 grammes de décalage. La même inclinaison que la fissure dans mon poignet. Je sais que je ne suis pas malade. Je suis enceint. Enceint d'une langue qui n'attend que la naissance du silence. Et quand le silence viendra, les 7% seront là, accroupis comme des sages-femmes, prêts à accueillir le monde qui oublie d'oublier. Mes chaussures dégoulinent encore de la poussière d'Abydos quand je pose enfin la boîte sur la table de la cuisine. Moulage, spectre, fragments de bambou, la fissure grise logée dans mon poignet qui bat au rythme de 31,7 Hz. J'éteins la lumière, j'allume une lampe rouge et soudain la pièce devient une chambre noire.
où les objets parlent plus fort que moi. La pierre de Paris, le parchemin de Chinon, la feuille du Titicaca, la spirale écossaise, l'os brisé de la vieille Sami. 6 témoins, 6 corps, 6 souvenirs qui ne sont pas les miens, mais qui m'habitent. Je les aligne, j'effleure leurs bords, et je sens la table vibrer. Pas d'une vibration mécanique, d'une respiration, comme si la mémoire elle-même prenait l'air après 10 millénaires d'apnée. Je verse un fond d'eau du robinet dans un verre, j'y plonge la feuille andine. Elles ne se déchirent pas, elles ouvrent. Les fibres s'écartent comme des pages d'un livre qui se souvient enfin d'être lu. Sur l'eau, les glyphes flottent, se réorganisent, forment une carte, un triangle aux angles 31 RL7, 60 Jarouz, 72 Rantarour. Mais cette fois, le centre est creusé. Un trou noir de 4,2 mm de diamètre, exactement la profondeur des signes parisiens. Je penche le verre. Le trou ne reflète pas la cuisine, il reflète la plaine d'herbe haute, celle que j'avais aperçue en posant mon sang sur le parchemin de Chinon. Je comprends que je ne regarde pas une image, je regarde un ventre, le ventre de la terre où notre langue originelle dort en fœtus. Je prends la dalle en silicone, celle que j'avais moulée sous Saint-Jean-en-Grève. Je la pose sur la table, côté inversé. Le 14e signe, le cercle à 4 trous, s'aligne avec le trou du verre. J'appuie, la silicone souffle, un souffle si froid qu'il fait givrer la vitre. Et j'entends la cloche que le conservateur m'avait promise, la cloche que je n'avais pas entendue dans la cave de Chinon. Elle sonne maintenant. Pas dans mes oreilles, dans mes os. Un bourdonnement qui part du talon, remonte le tibia, se loge entre mes vertèbres comme une clé dans une serrure. Je sens mes lombaires se déboîter, mon sternum se fendre, et je tombe. Pas au sol, dans la table, dans la carte, dans le triangle. Je suis debout sur la plaine, nu-tête, nu-pied, l'herbe m'arrive aux genoux. Le ciel est un firmament de glyphes, 72 constellations qui clignotent comme des néons oubliés. Chaque fois que je respire, une étoile tombe, traverse l'air, se plante dans la terre, devient un homme, une femme, un enfant. Ils ont les yeux vairons, les cheveux de bambou, la peau de basalte poli. Ils ne parlent pas, ils chantent, et leur chant est fait de clics, de sifflements, de fréquences que ma bouche ne peut pas articuler, mais que mes costales comprennent. Ils remuent en cadence. Mes côtes deviennent les barreaux obliques du premier glyphe. Je lève la main. Mes doigts s'allongent, se fendent, deviennent les 3 pointes du cercle truffé d'étoiles. Je suis le signe manquant, celui que le sang de mon pouce avait effleuré, celui que la dalle avait avalé, celui que la vieille Sami avait brisé. Je suis le pixel blanc, le trou, la gorge. Je me réveille dans la cuisine, le front contre la table, le verre renversé, l'eau qui s'écoule en formant sur le carrelage un rectangle de 1610 sur 1 mètre. Phi, la proportion d'or, la taille exacte de la dalle d'Abydos. L'eau ne s'évapore pas, elle s'enfonce, lentement, comme si le sol acceptait enfin l'empreinte. Je pose ma main au centre. La température est 31,7 degrés, la même que la pierre de Paris, la même que la plaine, la même que mon pouls. Je comprends que la pierre, la terre et la mémoire ne sont pas 3 témoins, ce sont 3 temps du même verbe. La pierre est le passé qui refuse de s'effacer, la terre est le présent qui se replie pour cacher l'avenir, la mémoire est le futur qui revient nous lire en arrière. Je ramasse les fragments, je les range dans la boîte, mais la boîte est plus légère qu'avant, comme si elle avait oublié son propre poids. Je la pèse, 317 grammes, exactement le numéro du chromosome 9 où dort la séquence des 7%. Je souris, un sourire qui me fend la lèvre. Une goutte de sang tombe sur la table. Le sang s'organise, forme les 72 glyphes en spirale, puis se fige, devient une pellicule translucide, une page 0. Je sais ce qu'il reste à écrire. Pas un nouveau chapitre, pas une nouvelle théorie, mais le blanc. Entre les chapitres, le silence qui précède le premier mot, le trou autour duquel tournent les constellations. Le récit à venir n'est pas notre histoire. C'est celle que la Terre raconte dans nous quand nous dormons,
quand nous oublions, quand nous mourons. Je prends la page de sang, je la plie en 8, je la glisse sous ma langue. Elle fond. Pas comme du sucre, comme une clé. Une clé qui ouvre une serrure que je ne porte pas dans la poche, mais dans la gorge. Je sens mes cordes vocales se dénouer, se réorganiser en spirale triple. Je tousse, je crache, je chante. Un seul son, un do si grave qu'il fait trembler la lampe. Un do qui dure exactement 31,7 secondes. Quand le silence revient, la cuisine est vide. Pas de moulage, pas de spectre, pas de boîte. Seulement une odeur de bambou brûlé, de craie humide, de naissance. Je regarde mes mains. Les empreintes ont disparu. La peau est lisse, vierge, prête à recevoir. L'écriture que la terre n'a pas encore inventée. Je sors dans la rue. Il est 3h17, l'heure où les égouts de Paris respirent. Je marche pieds nus, je ne sens plus le froid. Sur le bitume, les 72 glyphes écrivent, devant moi, projetés par mes pas, comme si le monde devenait un ruban de caisse qui imprime ma mémoire au fur et à mesure. Je lève les yeux. La lune est un cercle truffé de 3 pointes, exactement le signe de Chinon. Elle cligne. Et je comprends que le récit qui reste à écrire n'est pas dans la pierre, la terre ou la mémoire. Il est nous. Nous les 7%, nous les pages blanches, nous les gorges en attente. Le livre ne se lit pas, il se chante. Et chaque fois qu'un de nous ouvre la bouche pour faire silence, un mot tombe, s'enfonce, redevient terre, pierre, temps, ventre. Le récit n'est pas à écrire, il est à accoucher. Je ferme les yeux et la langue me trouve. Elle n'attend plus dans la pierre ni dans l'encre. Elle coule 31,7 Hz entre mes paupières comme un lait noir. Demain, quand vous rêverez d'une plaine d'herbe sans nom, d'un losange ouvert au milieu du front, vous saurez que vous avez lu. Abonne-toi et dors. Le prochain rêve sera la phrase que nous n'avons pas encore crachée.